Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Un des tropes ultra classiques de la fantasy, c'est le savoir disparu, une sagesse ancienne, datant des commencements du monde qui se serait perdue avec le temps. Chez Tolkien, typiquement, c'est le savoir-faire des elfes de jadis. Il n'en reste que des fragments, ou de rares représentants vivant cachés, assiégés par un monde revenu à une forme de barbarie. À un moment donné, la transmission ne s'est plus faite, et le monde s'est dégradé, à replonger dans un âge obscur. Ce motif est intimement lié à celui de l'âge d'or, dont on a déjà parlé dans le coin. L'idée d'une civilisation brillante qui s'est effondrée ou pire étiolée, ne laissant derrière elle que ses bribes et ses abattus, des ruines majestueuses et énigmatiques excitant l'imagination des frères humains qui après elles vécurent. La préservation ou la reconquête de ce savoir devient dès lors l'objet de maints récits. Les initiateurs très âgés donnent aux jeunes héros ignorants les clés de la compréhension de leur monde. Notons qu'il y a là une sorte de paradoxe. La fantaisie s'est construite à l'origine sur une nostalgie du passé. Pour Tolkien, par exemple, la campagne verdoyante des Hobbits représente une Angleterre d'avant l'industrialisation. La forme la plus directement visible du mal, chez lui, c'est la fumée des usines et la dévastation des guerres d'extermination. Le passé idéalisé du récit se double alors d'un passé plus ancien encore, celui d'un temps purement mythique. Il existe une nostalgie dans la nostalgie. Chez Tolkien, cela s'explique en partie par le fait que le tout premier récit de la Terre du Milieu, la chute de Gondolin, qu'il a écrit en convalescence après la terrible bataille de la Somme, raconte la destruction d'une civilisation brillante. Dans la chronologie de son œuvre, on est aux premiers âges du monde, des millénaires avant les pans plus connus que sont Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Les lames forgées par les seigneurs elfiques sont alors des reliques très anciennes d'une époque enfuie depuis longtemps, le reste d'un savoir-faire disparu. On retrouve ça partout en fantaisie, c'est un marqueur. Et du coup, on le retrouve également dans la science-fiction lorsqu'elle se part des atours de la fantaisie et en exploite les codes. Le cycle de Hawkmoon de Michael Moorcock ou celui du Nouveau Soleil de Thor de Jen Wolfe se situent dans un avenir lointain, le nôtre. Mais notre civilisation n'est même plus un souvenir, balayée qu'elle a été par les cataclysmes et le temps. Ces restes mystérieux ne sont plus reconnus ou, dans le pire des cas, sont considérés comme une forme de magie. Notons que c'est précisément le sens de l'initiation du jeune Skywalker, avec passation d'un objet considéré comme relevant d'une catégorie disparue, d'une autre époque. Parfois aussi, cette perte de connaissance du passé se double d'une interdiction. Le savoir caché est perdu et est d'une noirceur telle que partir à la recherche de ces arcanes est courir de grands risques. C'est typiquement le Necronomicon de Lovecraft, dont la lecture peut plonger dans la folie, quand bien même il n'en existe plus que de rares exemplaires, traductions caviardées de traductions infidèles ou incomplètes. Les créateurs de ce savoir ne sont alors pas des elfes parés d'immortalité, mais des races anciennes, inhumaines, reptiliennes ou franchement exotiques. On retrouve leurs hiéroglyphes dans les profondeurs de cités sans nom ou sous les glaces de l'Antarctique. Parfois il s'agit de bribes de rituels atlantes, dans les versions du mythe de l'Atlantide où le châtiment divin était plus que justifié. La symbolique de l'ancienneté se double alors d'une vision freudienne, celle d'un retour du refoulé, de ce que l'on préférerait garder caché pour de bonnes raisons, mais dont le côté secret excite l'imagination et peut conduire à la perversion. Coïncidence, ou pas, le référent de base de la fantaisie est un Moyen-Âge fantasmé, et le Moyen-Âge occidental lui-même s'est en partie vécu comme l'après d'une perte de ce genre, celle du monde romain détenteur de tous les savoirs. Ce n'est pas pour rien que l'évêque de Rome y a graduellement pris une telle importance et que le Saint-Empire germanique se voulait romain, lui qui n'avait pas grand-chose de saint et s'est souvent retrouvé en conflit avec Rome. La Renaissance, c'était dès lors une volonté de lever ce complexe, en faisant aussi bien, voire mieux que les glorieux ancêtres. Ce qui est amusant, c'est que ce cliché de la fantaisie a une contrepartie dans le monde actuel. Redécouvrir le savoir des alchimistes, des Égyptiens ou des anciens Toltecs est un secteur de l'édition, plutôt florissant. Qu'importe que les druides ne transmettaient qu'oralement leurs secrets, on a depuis 2 siècles des gens se réclamant du druidisme ancestral sur la foi de reconstruction hasardeuse et ad hoc pour employer la langue de l'ennemi. Il est intéressant, et significatif même peut-être, que la fantaisie, quoique basée sur la nostalgie d'un âge d'or, se situe elle-même généralement après cet âge d'or, dans la période plus sombre qui suit. Et comme quoi, la magie, c'était mieux avant. Allez,
puissiez-vous vivre des temps intéressants.